que de toute façon, on ne pourrait pas. Quand je suis sortie du conservatoire, je faisais que des comédies. Elle le détestait plus que quiconque, pas avec des cris, pas avec des scandales, mais avec un silence qui ne s'efface jamais. Elle regardait autrement, avec une lucidité froide. Chaque souvenir semblait filtré, trié, réduit à quelques visages précis. Elle ne parlait pas de ses triomphes, elle ne parlait pas des films qui avaient marqué le public. Elle revenait toujours ailleurs, sur des instants courts, sur des regards, sur des décisions qui avaient changé le cours de sa vie sans prévenir. Dans le cinéma français de son époque, rien n'était stable. Un rôle pouvait disparaître, une réputation pouvait être exposée, une carrière pouvait être déplacée en silence. Elle n'a jamais répondu publiquement, elle n'a jamais cherché à corriger l'image, mais elle a tout retenu, chaque humiliation, chaque mise à l'écart, chaque trahison discrète. Certaines venaient de personnes proches, d'autres de figures intouchables. Toutes ont laissé une trace nette, et à la fin, il ne restait plus qu'une chose. Pas un bilan, pas une célébration, une mémoire précise. 5 noms, 5 moments où tout a basculé. 5 cicatrices qu'elle n'a jamais refermées. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Nathalie Baye était vraiment. Née en 1948 à Boulogne-Billancourt, Nathalie Baye n'était pas destinée à devenir une figure centrale du cinéma français. Rien au départ ne la plaçait au sommet. Elle n'avait pas cette aura immédiate ni ce mystère que la presse adorait transformer en légende. Elle avançait autrement, plus lentement, plus discrètement. Et, déjà, cela dérangeait. Très tôt, elle a compris que le regard posé sur elle ne serait jamais neutre. On la trouvait correcte mais rarement exceptionnelle, présente mais rarement indispensable. Dans un milieu dominé par des figures comme Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani, chaque comparaison devenait une pression, chaque rôle devenait une épreuve, et chaque échec, même mineur, prenait une dimension publique. Les débuts ont été marqués par des refus, des castings où elle n'était pas retenue, des projets où elle était remplacée sans explication. Parfois, elle apprenait la décision dans la presse comme tout le monde. Ce n'était pas une violence directe, c'était plus subtil, plus froid. Une manière de la déplacer sans jamais la confronter. Puis il y avait les relations. Certaines semblaient solides, d'autres prometteuses, mais dans cet environnement rien ne restait stable. Sa relation avec Johnny Hallyday l'a exposée à une autre forme de pression, plus médiatique, plus intrusive. Chaque geste observé, chaque silence interprété. Et lorsque tout s'est terminé, il ne restait pas seulement une rupture, il restait une trace. Avec le temps, elle a appris à ne plus répondre, à ne plus corriger, à laisser passer. Mais ne rien dire ne signifie pas oublier. Au contraire, tout restait, classé, précis, intact. Et derrière cette retenue, il y avait autre chose. Une mémoire sélective. 5 visages. 5 moments où elle a compris que ce milieu ne pardonne rien. 5 personnes qui ont laissé des cicatrices qu'elle n'a jamais oubliées. Numéro SINQ Johnny Hallyday. C'était celui qui l'a laissé dans le silence. Au départ, leur histoire semblait évidente. Johnny Hallyday était déjà une figure écrasante, un homme dont la présence dépassait largement la musique, alors que Nathalie Baye avançait avec une autre forme de contrôle plus intérieur, plus retenue presque à contre-courant de cette exposition permanente. Leur relation n'était pas construite sur une égalité visible, mais sur un équilibre fragile entre deux mondes qui ne fonctionnaient pas selon les mêmes règles. Très vite, cet équilibre a commencé à se fissurer. La presse ne voyait pas une actrice et un homme, elle voyait un symbole et ce qui l'entourait. Et dans ce récit, elle n'était jamais le centre. Elle devenait un élément secondaire, un détail autour d'une figure beaucoup plus grande. Chaque apparition publique renforçait cette perception. Chaque article amplifiait cette asymétrie jusqu'à créer une tension constante que personne ne nommait directement, mais que tout le monde ressentait. Ce n'était pas une violence frontale, c'était plus insidieux. Une forme d'effacement progressif. Elle était là mais de moins en moins visible, présente mais jamais dominante. Et dans un milieu où l'image définit la place de chacun, cette différence finit par devenir une fracture irréversible. La rupture n'a pas été spectaculaire, elle n'a pas été théâtrale. Elle a été rapide, presque froide, comme une décision déjà prise depuis longtemps.
Mais ce qui a suivi a laissé une trace bien plus profonde que la séparation elle-même. La manière dont il a continué, la rapidité avec laquelle elle a disparu du récit public, ont donné l'impression que tout pouvait être remplacé sans conséquence, comme si leur histoire n'avait jamais été essentielle. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est fixé en elle. Pas une colère visible, pas un conflit ouvert, mais une compréhension brutale de sa position réelle, dans un système où l'exposition décide de la valeur et où certaines présences peuvent être effacées sans laisser de traces. Elle n'a jamais cherché à corriger cette image, elle n'a jamais répondu, mais elle a gardé en mémoire ce déplacement silencieux, cette manière d'être reléguée sans confrontation. Et même si elle n'en a presque jamais parlé, cette expérience a redéfini sa manière de voir les relations, les alliances et surtout les équilibres de pouvoir dans ce milieu où rien n'est jamais vraiment partagé. Certaines pertes ne concernent pas ce qui s'arrête, mais ce que l'on comprend trop tard. Et ce jour-là, elle a compris qu'elle pouvait disparaître du centre sans que personne ne s'arrête pour regarder. Ce moment ne l'a jamais quittée. Numéro 4, Isabelle Adjani. Personne ne l'a éclipsée comme elle. Dans le même paysage, au même moment, deux trajectoires avançaient en parallèle. D'un côté, Isabelle Adjani, magnétique, imprévisible, portée par une aura que la presse adorait amplifier. De l'autre, Nathalie Baye, plus maîtrisée, plus ancrée, construisant sa place sans chercher à provoquer le regard. Elles ne se sont jamais affrontées directement, mais le conflit n'avait pas besoin d'être déclaré pour exister. Tout passait par la comparaison. Chaque nouveau projet, chaque sortie de film, chaque couverture de magazine devenait un terrain implicite où l'une prenait toute la lumière pendant que l'autre était reléguée à la périphérie. La presse ne créait pas seulement des portraits, elle fabriquait des hiérarchies et dans ses récits, Adjani occupait toujours la position centrale. Baye, elle restait solide, constante, mais rarement présentée comme incontournable. Au début, cela semblait anodin, une dynamique classique dans un milieu concurrentiel. Mais avec le temps, ces écarts répétés ont commencé à produire autre chose. Une accumulation silencieuse de moments où elle voyait des rôles lui échapper, des projets se transformer sans elle, des décisions prises ailleurs sans explication claire. Rien de frontal, rien de scandaleux, mais une série de déplacements qui finissaient par dessiner une tendance. Le moment le plus marquant n'a pas été une confrontation publique, mais une décision précise. Un rôle important envisagé pour elle, travaillé en amont, discuté en coulisses, puis soudainement attribué à Adjani. Officiellement, il n'y avait rien à dire. Artistiquement, le choix se justifiait. Mais pour elle, ce n'était pas une question de logique. C'était une confirmation. À partir de là, quelque chose a changé. Elle a compris que dans ce système, certaines figures ne se contentaient pas de réussir. Elles occupaient l'espace au point de redéfinir la place des autres. Et face à cette réalité, la stabilité n'était plus une protection. Elle devenait une limite. Elle n'a jamais attaqué. Elle n'a jamais cherché à contester publiquement. Mais elle a intégré cette dynamique. Elle a vu comment une présence pouvait en effacer une autre sans confrontation directe, simplement par domination symbolique, par fascination médiatique, par répétition. Ce n'était pas une haine spectaculaire. C'était une lucidité froide. Une reconnaissance tardive que certains équilibres ne se négocient pas, qu'ils s'imposent, et que dans ce jeu-là, elle avait été déplacée plus d'une fois sans pouvoir intervenir. Et ce déplacement répété, silencieux, presque invisible pour le public, est resté. Certaines choses ne se pardonnent pas. Numéro 3, Claude Lelouch. Il a décidé sans jamais expliquer. Avec Claude Lelouch, il n'y avait pas de conflit visible, pas de dispute publique, pas d'échange direct qui aurait pu laisser une trace claire. Et pourtant, c'est précisément cette absence qui a rendu la blessure plus nette. Parce que dans ce type de relation, tout se joue ailleurs, dans des décisions prises sans bruit, dans des choix qui redéfinissent une trajectoire sans jamais être justifiés. Pour Nathalie Baye, travailler avec un réalisateur comme Lelouch représentait plus qu'un simple projet. C'était une opportunité d'ancrer sa place autrement, de s'inscrire dans un cinéma où les visages deviennent des signatures. Les premiers échanges étaient positifs. Le rôle semblait construit pour elle. Les discussions avançaient. Rien ne laissait penser que l'équilibre pouvait basculer. Puis, sans avertissement, tout a changé. Le projet a continué, mais sans elle. Officiellement, rien n'a été expliqué. Aucun conflit, aucun désaccord rendu public. Juste une décision, froide, définitive.
Et dans ce milieu, une décision de ce type ne laisse aucune possibilité de retour. Une fois écartée, elle l'était entièrement. La violence ne résidait pas dans le geste, mais dans sa simplicité. Être remplacé sans confrontation, sans justification, c'est être déplacé comme si la présence initiale n'avait jamais été essentielle. Comme si tout ce qui avait été construit en amont pouvait être effacé sans conséquence. Le moment le plus dur n'a pas été l'annonce, c'était la confirmation. Voir le projet se faire, voir le rôle exister sans elle. Voir que rien ne s'était arrêté, que rien n'avait été ralenti, que son absence n'avait laissé aucun vide visible. C'est là que l'humiliation prend une autre forme. Elle ne passe pas par un scandale, elle passe par l'indifférence. Elle n'a jamais cherché à comprendre publiquement. Elle n'a jamais demandé d'explication face aux médias. Mais en privé, ce type de décision laisse une trace différente. Elle installe une méfiance, une distance, une manière de ne plus croire aux promesses implicites. Avec le temps, elle a intégré cette réalité. Certains choix ne sont jamais discutés. Ils sont imposés, et ceux qui les subissent n'ont aucun espace pour répondre. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de travail, c'est une question de pouvoir. Et face à ce pouvoir, elle a compris qu'elle pouvait être retirée du cadre à tout moment sans justification, sans transition, sans reconnaissance. Ce n'était pas un affront direct, c'était plus froid que ça, une suppression nette presque administrative qui ne laisse aucune place à la réaction. Et ce type d'effacement ne disparaît pas avec le temps. Elle n'a jamais oublié ce moment. Numéro de Gérard Depardieu, face à lui, elle n'avait jamais le contrôle. Avec Gérard Depardieu, il n'est pas question de décision prise en coulisses ou de rôle retiré sans explication. Tout se passait à découvert, sur le plateau, dans l'énergie brute d'un acteur qui ne laissait aucune place au partage. Et pour Nathalie Baye, ce type de confrontation était différent parce qu'il ne pouvait pas être évité. Depardieu occupait l'espace d'une manière presque physique. Il ne jouait pas seulement un rôle, il imposait une présence, une intensité qui transformait chaque scène en terrain instable. Et dans cet environnement, le jeu devenait une lutte silencieuse pour exister à l'image. Non pas pour briller, mais simplement pour ne pas disparaître. Au début, cela pouvait passer pour une dynamique artistique, une tension créative, deux acteurs avec des approches différentes cherchant chacun leur place. Mais très vite, cette tension a révélé autre chose. Une asymétrie. Une domination qui ne se discutait pas parce qu'elle ne passait pas par des mots mais par une manière d'occuper chaque instant. Le moment le plus marquant s'est joué devant la caméra. Une scène clé. Une scène où tout devait se tenir en équilibre. Mais dès les premières prises, cet équilibre n'existait plus. Il avançait, prenait plus de place, modifiait le rythme, imposait sa cadence. Et sans jamais rompre le cadre, il déplaçait la scène vers lui. Ce n'était pas une attaque directe, c'était plus subtil, une façon d'absorber l'espace, de rendre l'autre présence secondaire sans jamais l'exclure explicitement. Et dans ce type de situation, il n'y a pas de confrontation possible. Tout se joue dans le résultat final. En regardant les images, la différence était visible. Pas comme une faute, pas comme une erreur, mais comme une hiérarchie. Une scène qui ne lui appartenait plus vraiment. Une présence réduite à accompagner là où elle aurait dû exister pleinement. Elle n'a jamais transformé cela en conflit public. Elle n'a jamais dénoncé. Mais elle a compris ce que cela signifiait. Dans ce milieu, certains acteurs ne partagent pas la scène. Ils la redéfinissent. Et ceux qui les entourent doivent s'adapter ou accepter d'être déplacés. Avec le temps, cette expérience a laissé une trace précise. Une méfiance face à certaines collaborations. Une conscience plus aiguë des rapports de force invisibles qui se jouent derrière chaque scène. Parce que ce type de domination ne laisse pas de scandale, mais il laisse une empreinte. Et cette empreinte, une fois installée, ne disparaît pas. Ce moment est resté gravé en elle. Numéro 1. François Chalais. C'est celui qui l'a exposé devant tout le monde. Contrairement aux autres, François Chalais ne partageait pas le plateau, ne disputait pas un rôle, ne construisait aucune relation directe avec Nathalie Baye. Et pourtant son pouvoir était différent, presque plus dangereux. Il n'avait pas besoin de présence physique pour déplacer une carrière. Il lui suffisait d'écrire. À cette époque, la critique n'était pas un simple regard extérieur. Elle façonnait la perception. Elle décidait de la valeur d'un film, mais aussi de ceux qui y apparaissaient.
Et Chalais était l'un de ceux dont la parole comptait réellement. Une phrase de lui pouvait installer une réputation ou la fragiliser durablement. Au départ, il ne s'agissait que d'un article, une analyse parmi d'autres. Mais le ton était différent, froid, tranchant. Il ne remettait pas seulement en question un rôle. Il remettait en question une présence. Il décrivait son jeu comme interchangeable, sans relief, presque effaçable. Et dans un milieu où l'image repose sur la singularité, ce type de jugement ne touche pas seulement un projet, il atteint directement l'identité. La violence ne venait pas de l'attaque en elle-même, mais de sa diffusion. L'article a été repris, commenté, amplifié. Ce qui n'était au départ qu'une opinion est devenu un récit partagé. Et dans ce récit, elle n'était plus une actrice solide. Elle devenait une figure fragile, remplaçable, exposée. Le moment le plus dur n'a pas été la lecture du texte. C'était ce qui a suivi, les regards qui changent, les propositions qui se raréfient, les silences qui s'installent là où il y avait auparavant des discussions ouvertes. Ce type d'exposition ne provoque pas de scandale visible, mais il modifie les équilibres en profondeur. Elle n'a jamais répondu publiquement. Elle n'a jamais cherché à corriger ce jugement, mais elle a compris ce que cela signifiait. Dans ce système, certaines voix ne critiquent pas, elles redéfinissent. Et ceux qui sont visés n'ont aucun espace pour reprendre le contrôle. Avec le temps, cet épisode est devenu un point de bascule. Non pas parce qu'il a tout détruit immédiatement, mais parce qu'il a installé une fragilité nouvelle. Une conscience que tout pouvait être remis en question à tout moment sans confrontation directe, sans possibilité de réponse. Ce n'était pas une rivalité, c'était une exposition. Et ce type d'exposition ne s'efface jamais complètement. Elle ne lui a jamais pardonné. Et spécial, pique, Laura Smet. Ce n'était pas une ennemie, c'était pire. Avec Laura Smet, il n'y avait ni compétition, ni presse hostile, ni décision de carrière imposée. Il n'y avait pas de conflit visible à analyser, pas de moment précis que l'on puisse isoler et nommer. Et pourtant, c'est dans cette relation que la blessure était la plus difficile à contenir, parce qu'elle ne reposait pas sur un affront extérieur, mais sur une distance qui s'est installée lentement. Laura Smet n'était pas seulement sa fille. Elle était aussi liée à une autre histoire, celle de Johnny Hallyday, une figure qui avait déjà laissé une trace profonde dans la vie de Natalie Baye. Et à travers cette filiation, les équilibres devenaient plus complexes. Ce n'était plus seulement une relation familiale, c'était un espace où se mêlaient héritage, image publique et attente silencieuse. Au fil des années, la relation a évolué sans rupture claire. Pas de conflit éclatant, pas de déclaration publique, mais une série de décalages subtils, des incompréhensions, des silences prolongés, des moments où la proximité attendue ne se produisait pas. Et dans ce type de lien, l'absence de confrontation rend les choses plus lourdes parce que rien n'est jamais réellement résolu. La pression médiatique a amplifié cette distance. Chaque apparition de Laura était analysée à travers son héritage. Chaque parole était reliée à une histoire plus large dans laquelle Natalie Baye n'était plus toujours au centre. Peu à peu, une forme de séparation s'est installée non pas comme une décision, mais comme une réalité progressive. Le moment le plus difficile n'a pas été un événement précis, mais une accumulation. Une prise de conscience que certaines choses ne seraient jamais dites clairement, que certaines attentes resteraient sans réponse et que cette relation ne suivrait jamais une trajectoire simple. Ce n'était pas une trahison au sens classique, c'était une distance irréversible. Elle n'a jamais exposé cette douleur. Elle n'a jamais cherché à la transformer en récit public. Mais dans les dernières années, cette relation revenait souvent non pas comme un regret, mais comme une question laissée ouverte, une zone qui n'avait jamais trouvé d'équilibre. Parce que contrairement aux autres, ce n'était pas un conflit que l'on pouvait quitter. C'était un lien que l'on ne pouvait pas rompre, même lorsqu'il devenait difficile à porter. Et c'est précisément pour cela que la trace était plus profonde. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Au moment de regarder en arrière, Natalie Baye ne voyait pas une carrière construite uniquement sur des succès. Elle voyait autre chose. Une succession de moments où tout avait basculé sans bruit, où chaque rencontre avait laissé une empreinte différente, parfois invisible pour le public, mais toujours précise pour elle. Ces 5 noms n'étaient pas des scandales. Ils n'étaient pas des conflits spectaculaires. Ils représentaient des points de rupture.
Des instants où la confiance s'était fissurée, où l'équilibre s'était déplacé, où elle avait compris que ce milieu ne fonctionnait pas selon des règles claires. Chaque personne avait joué un rôle distinct, mais tout avait contribué à façonner une même réalité, celle d'un environnement où rien n'est jamais acquis. Elle n'a jamais cherché à se présenter comme une victime. Elle n'a jamais construit son image autour de ses blessures. Au contraire, elle a continué film après film, rôle après rôle, avec cette retenue qui la caractérisait. Mais derrière cette stabilité apparente, il y avait une mémoire précise, une manière de ne jamais oublier ce qui avait été perdu en chemin. Ceux qu'elle a détestés n'ont pas détruit sa carrière, ils ont fait autre chose. Ils ont redéfini sa manière d'avancer, sa manière de choisir, sa manière de se protéger. Ils ont transformé une actrice en quelqu'un qui observe avant de s'engager, qui mesure avant de faire confiance. Et à la fin, ce n'est pas une histoire de victoire, c'est une histoire de survie. À la fin, les gentils ne gagnent pas, ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient d'elle.